Nous sommes au Sénat, on va parler d'un sénateur, Jean-Pierre Raffarin, qui cet après-midi dans Le Monde est prêt à vous accompagner, enfin vous, le gouvernement, sur le pacte de responsabilité. S'il était député, il voterait même la confiance au gouvernement. Que vous inspire cette déclaration de Jean-Pierre Raffarin? Que c'est une très bonne réaction et je la salue. Notre porte est grande ouverte à tous. Ce pacte de responsabilité, le président l'a dit, c'est un acte de rassemblement du pays tout entier, des forces vives du pays, autour d'une nécessité indispensable aujourd'hui, à savoir relancer l'activité, soutenir nos entreprises pour relancer l'emploi derrière. Donc toutes les forces politiques sont évidemment invitées à y participer. Un acte de rassemblement, mais aussi une stratégie de division vis-à-vis de la droite, puisque Jean-François Copé, lui, il n'est pas d'accord avec Jean-Pierre Raffarin et il dit ce pacte de responsabilité, il a zéro crédibilité. Mais si M. Copé a du mal à saisir le sens de l'histoire, c'est son problème. Moi, je crois que nous sommes en train de vivre un tournant historique, un moment historique. C'est-à-dire un consensus gauche-droite sur cette question? Non, le moment où l'ensemble des forces de la société doivent se rassembler pour donner sa chance au pays. Donner sa chance au pays de renouer avec la croissance, de reprendre sa place dans le monde, d'innover, d'inventer. Et donc ce moment historique, il réclame des efforts de tout le monde, puisque nous allons faire en sorte, par exemple, de réduire considérablement les dépenses de l'État, des pouvoirs publics. Eh bien, nous aimerions que dans toutes les familles politiques, le soutien soit là, peut-être pas sur les modalités, il y a toujours des divergences, évidemment, entre la gauche et la droite, mais en tout cas sur l'objectif et le sens. Et à gauche, moi je suis plutôt confiante dans le soutien qui sera apporté au gouvernement dans cette démarche. Il ne tient qu'à nous de convaincre, notamment par les efforts d'économie que nous sommes en train de décider et que nous allons réaliser. Il faudra convaincre notamment ici le groupe communiste du Sénat, par exemple. Oui, absolument, les convaincre en particulier d'une chose, d'ailleurs ça a été évoqué pendant les questions d'actualité, les convaincre qu'on peut bel et bien faire les 50 milliards d'euros d'économie d'ici 2017 annoncés par le président de la République sans toucher à ce qui fait notre République, à savoir la protection sociale, les services publics auxquels nous sommes tout aussi attachés évidemment que les communistes. Pourtant, pour l'instant, les communistes, ils vous accusent plutôt d'avoir vendu votre âme au MEDEF et au patronat. Je crois que il n'est pas question ici de vente et d'achat. Il est question ici, au contraire, de dons pour l'ensemble de la société qui doit se retrouver autour d'un objectif commun. C'est évidemment dans l'intérêt partagé, c'est du donnant-donnant en quelque sorte. C'est pour ça que je parle de dons. C'est dans l'intérêt de chacun de faire en sorte que les entreprises aient les moyens d'embaucher et de relancer leur activité. Donc chacun doit s'y mettre. Pour la crédibilité de l'action gouvernementale, est-ce qu'il était bien nécessaire de parler de l'inversion de la courbe des impôts après l'inversion de la courbe du chômage? C'est un objectif sur lequel le président s'est engagé, donc de toute façon nous le tiendrons. Pour le chômage, mais pour les impôts également? Oui, oui, je parle de la réduction des prélèvements obligatoires, donc la réduction des impôts. Nous avons pris l'engagement que d'ici 2017, eh bien, les prélèvements obligatoires iraient à la baisse. Maintenant, vous donnez un calendrier précis. La date de 2015 pour une baisse des impôts concernant les ménages. Le calendrier, c'est quelque chose d'évidemment très compliqué à positionner à l'avance, puisqu'on sait très bien que cette baisse des impôts, elle se fera parallèlement aux efforts que nous arriverons à obtenir en matière de baisse des dépenses publiques, en matière aussi de reprise de la croissance. Les choses sont liées. En matière de reprise de l'activité économique par les entreprises, elles que nous aurons allégées de charges comme nous nous apprêtons à le faire. Donc vous voyez bien que c'est difficile a priori comme ça de définir un mois et une date précise, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que d'ici 2017, les prélèvements obligatoires devront avoir baissé. Le plus tôt sera évidemment le mieux. Donc on ne parle plus de 2015. Manuel Valls présente cet après-midi les chiffres de la délinquance. Ils ne sont pas très bons. Est-ce que c'est la première épreuve pour sa méthode ? Alors d'abord, ils ne sont pas très bons. J'allais dire c'est un résumé un peu rapide. La réalité, c'est que là où nous avons mis les moyens qui s'imposaient, notamment dans les zones de sécurité prioritaire, au contraire, les résultats sont là, puisque je pense aux cambriolages. Les cambriolages sont à la hausse. Non, les cambriolages dans les endroits où nous avons au contraire mis des moyens supplémentaires, non seulement les zones de sécurité prioritaires, mais aussi les endroits particulièrement vulnérables au niveau national, comme les bijouteries, etc., auxquels nous avons donné des outils supplémentaires, sont au contraire mieux lotis aujourd'hui dans les résultats que par le passé. Simplement, c'est vrai que
et là je l'admets, nous sommes dans une société qui est de plus en plus traversée par la violence, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, ces chiffres de la violence, le fait de les avoir rendus par une nouvelle comptabilisation plus transparent sur la réalité, nous permet par exemple de mettre à jour les violences conjugales, les violences intrafamiliales, plus que par le passé. Alors évidemment, comme on les met davantage à jour, eh bien, elles viennent grossir les chiffres oui, le chiffre total, le chiffre global. Mais en même temps, heureusement que nous le faisons, puisque c'est la meilleure façon de lutter contre que de commencer par mettre des mots sur la réalité. Qu'est-ce que vous répondez à Marine Le Pen quand elle parle de Manuel Valls? Elle dit c'est un homme sans limite et sans morale. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Madame Le Pen est souvent dans l'excessif, donc dans l'insignifiant. Sur l'interruption volontaire de grossesse, le projet de loi autour de l'égalité homme-femme, dans lequel est contenu l'amendement qui a été adopté par l'Assemblée nationale, va revenir en seconde lecture au Sénat. Donc ça va encore une nouvelle fois réveiller ce débat. Vous n'avez pas peur de réveiller une nouvelle fracture au sein de la société autour de l'IVG? D'abord, je ne vois pas pourquoi nous aurions peur de conforter un droit auquel nous tenons tellement. Et d'ailleurs, auquel l'immense majorité des Français tiennent. Il ne faut pas se tromper sur la situation du pays. L'immense majorité des Français sont attachés... En tout cas des Françaises, ne veut absolument pas absolument, remettre en sont cause attachés ce droit. au droit à l'avortement. Et donc, tout ce que nous pouvons faire pour conforter, donc sécuriser ce droit, est évidemment le bienvenu. Et nous avons fait, en effet, dans le projet de loi égalité homme-femme, 2 choses pour le conforter. Nous avons donc mis fin à cette notion de détresse qui conditionnait l'accès au droit à l'IVG jusqu'à présent. On a suffisamment dit que c'était essentiellement pour mettre le droit en conformité avec la pratique, parce que c'est une notion qui était assez désuète en réalité et qui ne représentait pas grand-chose dans la vraie vie, dans la réalité. Mais nous avons fait aussi une deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, qui d'ailleurs a été introduite au Sénat en première lecture, c'est que nous avons étendu le délit d'entrave à l'accès à l'IVG à ces groupes qui vont devant des plannings familiaux ou des centres d'information et qui empêchent les femmes d'accéder à de l'information sur l'IVG. C'est quand même des comportements qui sont assez intolérables. On sait que le droit à l'IVG est un droit spécifique dans le sens où les femmes ont un délai restreint pour pouvoir y procéder. Donc si pendant ce délai restreint on les empêche d'accéder à l'information, c'est éminemment grave. Donc oui, j'assume que nous ayons adopté des dispositions qui donnent toute son effectivité à ce droit auquel nous tenons. Et je vous recommande ce soir dans Le Monde, dans les pages débat du Monde, des débats intéressants justement autour de la banalisation ou non de l'interruption volontaire de grossesse. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en direct sur le plateau de Public Sénat cet après-midi. On va poursuivre ces questions d'actualité au gouvernement avec des questions autour de la décentralisation. Avant de recevoir nos 2 prochains invités, je vous propose de réécouter Alain Vidélis, le ministre chargé des Relations au Parlement, qui répondait à une question de Jean-Pierre Raffarin autour de la décentralisation et des mesures annoncées par le gouvernement. Cette semaine, on écoute Alain Vidélis. Le gouvernement a été chargé de préparer donc un second volet de la réforme de la décentralisation qui permettra de clarifier les compétences entre les différents niveaux des collectivités et ainsi de lutter contre les enchevêtrements et les trop nombreux doublons. Le rôle moteur des régions en matière de développement économique sera renforcé par le transfert de nouvelles compétences de l'État. Je peux notamment citer les aides aux entreprises, le soutien à l'innovation. Concernant les départements, le gouvernement a pris la pleine mesure de leur action en matière de cohésion sociale et de solidarité territoriale, pour reprendre votre expression. Leurs attributions en ces domaines seront enrichies et précisées. Pour être clair, nous sommes opposés à la suppression des départements sur tout le territoire, comme proposé par exemple par M. Jean-François Copé. Ce serait aujourd'hui un non-sens. Dans les zones rurales notamment, ils jouent un rôle essentiel pour la cohésion sociale et territoriale, et vous l'avez dit fort justement. Pour autant, cette organisation territoriale ne saurait rester figée. Dans un souci d'efficacité, elle doit aussi permettre aux collectivités territoriales de s'adapter aux spécificités de chaque territoire. C'est la raison pour laquelle le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a créé les conférences territoriales de l'action publique. En leur sein, les représentants des différentes collectivités de chaque région auront la possibilité d'affiner par voie de délégation l'exercice de leurs compétences. Face à des régions aux prérogatives renforcées, nous devons collectivement nous poser la question de leur nombre, de leur taille, comme vous l'avez fait.
Voilà, donc Alain Vidalis qui répondait tout à l'heure à une question de Jean-Pierre Raffarin sur la décentralisation. Nous ont rejoint sur le plateau Jean-Pierre Sueur, bonjour, président de la commission des lois ici au Sénat, et puis Philippe Dallier, sénateur UMP de Seine-Saint-Denis. Donc la décentralisation, bonjour à tous les deux, la décentralisation avec ce projet de loi qui a été annoncé une première lecture avant l'été, les régions qui tiendront une grande place, les compétences des régions qui vont être accrues au détriment des départements. Jean-Pierre Sueur et après Philippe Dallier. C'est une très bonne nouvelle, une très bonne idée, une forte idée. Nous avons besoin de régions fortes, beaucoup plus fortes que ce n'est le cas aujourd'hui. Regardez le contexte européen, regardez ce qui se passe. Donc il va falloir fusionner, couper. Une possibilité est de faire de plus grandes régions. Moi, ce que je veux, c'est des régions qui aient plus de moyens pour l'économie et pour l'emploi. Regardez ce qui se passe en Allemagne. L'Inde ont la possibilité d'aider les entreprises de manière rapide, simple et efficace. Je voudrais que nos régions françaises aient autant d'efficacité pour les entreprises et pour l'emploi. Mais alors on enlève des compétences à qui? Au département notamment? On fait un pack au niveau de la région pour être efficace parce que c'est le bon niveau. Est-ce qu'il faut toucher à tous les départements, Philippe Dallier, ou seulement aux départements de zone urbaine? C'est ce qu'a semblé dire ce week-end à Tulle le chef de l'État. On ne va pas toucher aux départements ruraux, nous a dit François Hollande. Le Sénat a rendu un rapport il y a très peu de temps. La mission commune d'information qui était présidée par Jean-Pierre Raffarin et dont le rapporteur était notre collègue Cratinger, donc socialiste. Rapport en ligne sur le site du Sénat, si tout le monde veut le consulter. Tout à fait, consultable. Ce rapport proposait effectivement une organisation du territoire différente en fonction de la nature du territoire. Il est bien évident qu'on ne peut plus organiser la région Île-de-France et sa zone dense comme on organisait le Limousin ou les régions peu peuplées. Donc effectivement, si l'existence des départements est en cause, c'est notamment en zone urbaine dense, dans les territoires moins peuplés et avec des régions plus grandes, il est d'autant préférable effectivement de préciser les choses, le rôle de chacun entre les régions et les départements. Et je pense qu'il faut effectivement aller dans ce sens-là. Vous êtes de ceux, vous êtes partisan d'une suppression des départements de la Petite Couronne. Ah oui, moi j'ai rendu le premier rapport en 2008 qui proposait la création de la métropole du Grand Paris, justement par fusion des départements, des 4 départements de Paris et de la Petite Couronne. J'entends maintenant le Premier ministre et le Président de la République se rallier à cette idée. Eh bien écoutez, chiche, et moi je propose effectivement que nous profitions du texte à venir prochainement avant l'été pour inscrire cela dans la loi, parce qu'il faut effectivement réformer notre organisation administrative et politique pour être plus efficace. Vous n'êtes pas très nombreux à dire chiche au gouvernement sur cette question francilienne, parce que tous les élus communistes, notamment on a pu les entendre ici, des départements de la Seine-Saint-Denis, par exemple, du département de la Seine-Saint-Denis, ils refusent. Écoutez, beaucoup refusent de lâcher. Moi, je le dis parfois un peu abruptement. Et puis on voit pas très bien les Hauts-de-Seine fusionner avec la Seine-Saint-Denis, pareil. Mais pourquoi pas? C'est l'intérêt national que de faire cette métropole du Grand Paris qui sera puissante et qui luttera contre la ségrégation territoriale. Donc c'est pas une question d'étiquette politique. Il faut regarder l'intérêt national et y aller. Parce que maintenant, voilà des années qu'on en parle, maintenant il faut passer aux actes. Vous sentez que les esprits sont mûrs, Jean-Pierre Sueur? Il y a tellement de résistance ici au Sénat ou à l'Assemblée nationale sur la réforme des collectivités territoriales. Avec de la volonté, on y arrive. Il faut de la volonté. Et le Sénat, par exemple, le Sénat dont on dit parfois du mal, voyez-vous, parfois. Le président de la République lui a rendu hommage l'autre jour car il a œuvré pour les métropoles. Et moi, je veux rendre hommage à Philippe Dallier, comme d'ailleurs à d'autres collègues comme Michel Mercier, Gérard Collomb et Jean-Claude Gaudin et d'autres, qui ont œuvré tous ensemble pour qu'au Sénat, on ait une loi qui crée des métropoles fortes. À Paris, à Lyon, à Marseille. Et vous voyez que mon discours n'est pas politicien. Le Sénat a pu faire cela. À Marseille, vous avez pu voir ici, constater les résistances énormes. Il y avait des résistances énormes. Mais Perrine, Tarnaud, il y a toujours des résistances. Et là, on s'est groupé un certain nombre de sénateurs de toutes tendances pour dire il faut des métropoles du XXIe siècle. On va dire demain, il faut des régions fortes et aussi des pôles ruraux structurés. Alors, avec quelle méthode? Ça va être de la concertation, mais il y a un moment où il va falloir mettre chacun devant ses responsabilités. Il va falloir faire des coupes arbitraires. Il y a un moment où l'on vote. Et au Sénat, c'est ce qu'on a fait, comme à l'Assemblée, en créant les métropoles. Demain, il faut créer des régions fortes. Voilà. Le Parlement va voter, mais il va y avoir aussi des référendums au niveau local, puisque pour une fusion entre 2 collectivités, il faut un référendum. Écoutez, moi j'ai été désespéré par ce qui s'est
s'était passé en Alsace quand effectivement il avait été proposé de ne constituer qu'une collectivité locale unique entre les deux départements et la région. Et tout semblait pour. J'avais beaucoup espéré effectivement qu'en Alsace les choses se passeraient bien. Ça n'a pas été le cas, et parce qu'effectivement sur le terrain, tous ceux qui pensent avoir quelque chose à perdre, eh bien font en sorte que ce genre de référendum échoue. Alors il faut que le Parlement prenne ses responsabilités, et notamment dans des matières aussi difficiles que celle-là. Je crois que le référendum, ce n'est peut-être pas l'outil le plus adapté pour ce genre de réforme, parce que beaucoup d'élus craignent effectivement de perdre quelque chose, et à partir de là, on tombe un peu... Je ne veux pas dire qu'on n'est plus dans le sérieux, mais on tombe dans des débats, oui, parfois dans la démagogie, et du coup on n'avance pas. Or il faut avancer. Je rappelle que le rapport Balladur de 2009 était intitulé « Il est temps de décider ». Nous sommes en 2014, alors on commence à avancer et à bouger. Heureusement que la gauche décide, hein, Philippe Dallier. Mais écoutez, au Sénat, c'est la droite et la gauche, parce que s'il n'y avait pas eu effectivement un certain nombre de sénateurs de toute tendance qui ne s'étaient pas rassemblés, il n'y avait pas de majorité. Donc c'est vrai qu'on critique souvent le Sénat, mais là, il a fait œuvre utile. Avec aussi René Van Dierendonck et beaucoup d'autres, eh bien, on a réussi à avancer. C'est une question de volonté. Quand les communautés urbaines ont été créées, il y a eu mais vraiment des critiques extraordinaires. Aujourd'hui, tout le monde dit, mais on voudrait être communauté urbaine, on veut être métropole. Et je dis, les régions fortes, des métropoles fortes et des pôles ruraux forts. Donc, pour moi, c'est les trois piliers. Jean-Pierre Sueur, il faut être tenace comme vous l'avez été sur la limitation du cumul des mandats. Absolument. Ça y est, ça a été adopté définitivement par le Parlement. Pour vous, c'est la fin d'une longue bataille. Perrine Tarnaud, hier, c'est un grand jour, c'est un jour historique. Parce que enfin, on a pu assister au vote définitif de la loi qui va interdire le cumul d'un mandat parlementaire avec un exécutif. Et il était temps, je vais vous dire pour une raison toute simple, en France, on a beaucoup de talent, beaucoup de dévouement. Pourquoi faut-il que ce soit la même personne qui soit le député, le maire, le sénateur et le maire? C'était un archaïsme de la France, et ce sera au crédit de François Hollande que d'avoir fait cette modernisation qui a trop attendu dans le pays. Merci Jean-Pierre Sueur. La sonnerie de la séance retentit et je crois que vous devez repartir en séance. Merci d'avoir été sur notre plateau en direct. Philippe Dallier, vous restez avec nous. On va parler un petit peu pacte de responsabilité, financement de ce pacte. Et on va d'abord écouter, avant que le sénateur Éric Bocquet nous rejoigne sur le plateau, Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget. Il répondait tout à l'heure, lors des questions d'actualité au gouvernement, à une intervention de Jean-Pierre Chevènement. On écoute Bernard Cazeneuve. D'abord, les économies faites sur la branche retraite et sur la branche famille vont monter en puissance à hauteur de 4 milliards d'euros sur la période qui s'ouvre devant nous. Deuxièmement, l'effort que nous faisons de maîtrise des dépenses de l'État et de l'assurance maladie par les normes, et notamment la norme zéro valeur, devrait permettre de dégager 20 milliards. Nous allons faire le solde par des réformes structurelles qui sont destinées par un travail sur les organisations, par des véritables réformes de structure, à faire en sorte que nos services publics dégagent des économies, montent en gamme, sans que ni les services publics, ni notre système de protection sociale ne soient remis en cause. Éric Bocquet nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, Philippe Dallier, Jean-Pierre Raffarin dans Le Monde de ce soir dit chiche au gouvernement. Il est prêt à s'engager sur le pacte de responsabilité. Il voterait la confiance au gouvernement s'il était député. Vous êtes sur la même ligne que lui ? Moi, j'attends de voir le contenu. J'ai effectivement noté, comme tout le monde, que dans son discours du 31 décembre, le président de la République avait enfin pris conscience, après les mauvais résultats de 2013, qu'il fallait changer de politique et redonner de la compétitivité à nos entreprises. Donc là-dessus, sur le constat, absolument d'accord. Sur l'objectif d'allègement des charges, absolument d'accord. Maintenant, j'attends de voir effectivement comment cela va être mis en place. Parce que pour l'instant, on est dans le flou. On nous annonce effectivement des discussions à venir entre les entreprises, le gouvernement et les partenaires sociaux. On ne sait pas comment cela va se traduire. Mais je partage l'analyse, je partage l'objectif. C'est déjà pas mal. Le consensus droite-gauche va peut-être être plus facile à trouver que le consensus à gauche et à gauche toute. Non, Éric Bocquet, vous êtes beaucoup plus critique sur ce pacte de responsabilité. Oui, tout à fait. Écoutez, on assiste là à un pas supplémentaire dans la mauvaise direction que
on ne cesse de dénoncer depuis maintenant 18 mois. Ça a commencé avec la non-renégociation du traité Sarkozy-Merkel, l'adoption par voie parlementaire du dernier traité européen, le TSCG, les lois de finances successives. Voilà, et donc là, on franchit un pas supplémentaire dans la mauvaise direction, selon nous, celle de l'austérité. Vous vous sentez totalement floué par François Hollande, que vous aviez quand même soutenu, Bien sûr, au deuxième tour de la présidentielle. Absolument. Il y avait au deuxième tour une seule solution pour éviter la réélection de M. Sarkozy, c'était de voter pour François Hollande. Voilà, mais nous étions très lucides dans le même temps sur les choix opérés, même si le discours a sensiblement évolué au fil des mois, et aujourd'hui on a atteint une dimension effectivement que peut-être nous n'avions même pas soupçonnée. Que vous qualifieriez de quoi, cette dimension? Dérive libérale, écoutez, malheureusement c'est le mot, social-libéralisme, peu importe, mais on est dans les dogmes européens que l'on dénonce depuis très très longtemps. Et quand le chef de l'État promet une baisse des impôts pour les ménages dès 2015, là vous avez peut-être envie d'applaudir un petit peu plus. Peut-être, mais écoutez, Monsieur le Premier ministre a annoncé un grand chantier sur la remise à plat de la fiscalité. Allons-y, nous allons participer à ces travaux d'ailleurs, avec nos propositions, notre originalité. Mais voilà, je veux dire, comment peut-on annoncer aujourd'hui, avant le début des travaux sur la fiscalité, une telle annonce? À voir, à suivre. Sur la baisse des impôts, Philippe Dallier, vous qui faites partie aussi de la commission des finances du Sénat. Le matin, le président a laissé entendre qu'en 2015, il pourrait y avoir un début de baisse des impôts sur le ménage. Le soir, on nous a dit le contraire. Le lendemain, Bernard Cazeneuve, je crois, a dit que peut-être, on verra dans quelles conditions. Oui, et Najat Vallaud-Belkacem, qui était avant vous sur le plateau, a été un peu plus floue. Elle a parlé de 2017. On sait que d'ici 2017, il faut trouver 50 milliards d'euros d'économies pour atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Et de l'autre côté, il faut redonner de la compétitivité à nos entreprises. Donc il ne faut pas promettre la lune non plus. C'est trop ce que François Hollande a fait pendant sa campagne électorale. Aujourd'hui, il est au pied du mur. Il est obligé de changer de politique. Donc je pense qu'il faut éviter effectivement de laisser miroiter aux Français des temps trop faciles, parce que les temps qui viennent ne seront pas faciles, ça c'est une certitude. Oui, mais d'un autre côté, l'UMP promet également des baisses massives d'impôts. Bien, qui seraient gagées par des... Est-ce que c'est plus crédible? Qui seraient gagées par des... Mais les baisses qui seraient gagées par des baisses de la dépense publique. Et ça aussi, on sait bien que c'est difficile. Personne ne dit que c'est facile. Mais la France n'a pas d'autre choix. Sinon, tout cela finira très mal. Et à échéance, pas à 10 ans ou à 20 ans, les choses pourraient s'aggraver assez vite si nous ne faisions rien. Quelle contrepartie précise vous attendez du gouvernement sur ce pacte de responsabilité? Il y a deux pistes à explorer en matière de recettes. On ne parle que de réduction de dépenses. Mon collègue Dallier cite le chiffre de 50 milliards d'économies. 50 milliards, c'est exactement le niveau estimé de l'évasion fiscale. Exactement, en France. J'allais vous parler de ça. Vous qui avez fait de multiples rapports sur cette question-là, qui avez encore posé cet après-midi une question sur l'évasion fiscale. Donc il y a une vraie piste à creuser, selon vous? Absolument, ça ne se décrète pas en 6 mois. Il faut mettre les moyens, il faut une vraie coopération internationale, une vraie transparence. Enfin, qu'est-ce qui pêche encore? Qu'est-ce qui manque? Des moyens de surveillance, des moyens policiers? Oui, et puis un grand décalage, je crois, entre les discours très volontaristes qu'on entend au G8, au G20, de manière successive pour éradiquer l'évasion fiscale, et les mesures concrètes que l'on prend. Et la question que j'ai posée aujourd'hui avait en filigrane cette dimension-là, je veux dire, reprise en main par le politique, avec un grand P, des affaires de l'économie, des affaires de la France et du monde. Quand vous voyez que certains pays sortent de la liste noire... Oui, après y être entré au mois d'août, c'est quand même sidérant. Aujourd'hui, en quelques mois, on peut sortir de la liste noire? Bah écoutez, moi, des pays, en termes d'évasion fiscale. J'ai sorti un communiqué à ce propos. Jersey, c'est ça? Jersey et les Bermudes, qui étaient entrés au mois d'août dernier. 5 mois plus tard, en fonction de certains constats, de certaines avancées. Je veux dire, Jersey, une question très concrète. Est-ce que Jersey est prêt à publier un registre des trusts transparent, indiquant l'identité des dépositaires des trusts, des actifs qui y sont gérés et les bénéficiaires? Air Jersey, aujourd'hui, n'a pas mis à l'ordre du jour cette mesure-là. Est-ce que le gouvernement vous apporte des réponses précises? Non. Sur les justifications, pourquoi ces pays sont sortis de la liste noire? On fait état de certaines avancées sur certains dossiers. Vous savez, on est très loin de la transmission automatique d'informations. Philippe Dallier, pour revenir sur le pacte de responsabilité, est-ce qu'il faut des contreparties chiffrées en termes d'emploi? On voit bien qu'il va être très difficile pour les chefs d'entreprise de s'engager, et je comprends qu'à gauche certains le demandent, mais c'est l'objectif qui est important. On ne peut pas d'un côté constater qu'en 2013, la marge de nos entreprises a été historiquement la plus faible, constater effectivement que 60 000 entreprises ont fermé leurs portes l'année dernière, que notre commerce extérieur est largement déficitaire, et ne pas en tirer de conclusion. Si effectivement on abaisse les impôts des entreprises, c'est bien pour que leurs marges leur permettent à nouveau d'investir, de faire des efforts de recherche et de développement,
développement, de mettre sur le marché des produits. Mais est-ce que le patronat doit s'engager sur un chiffre? Écoutez, c'est au patronat de le dire, mais on voit bien la difficulté. Et certains responsables disent déjà, écoutez, comment voulez-vous qu'on quantifie exactement à une date donnée le nombre d'emplois à créer? Mais les gens sont des gens responsables, aussi bien côté chef d'entreprise que côté syndicat. Ils vont discuter, on verra bien ce qu'il en sort. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour débattre de ces questions économiques et fiscales. On va tout de suite écouter une interview enregistrée tout à l'heure de François Rebsamen, le patron des sénateurs socialistes. On revient notamment avec lui sur les questions de décentralisation. Ah, il n'y a pas de son, c'est normal. Et cet équilibre, il va se faire. Moi, je plaide pour la subsidiarité. Ce qui peut se faire au plus près doit être fait au plus près. Et donc, je plaide pour des couples, ça dépend, mais je plaide pour des couples qui soient, j'allais dire, commune, intercommunalité, région. Mais pourtant, la diversité de notre territoire est telle que dans certains départements, les conseils généraux sont indispensables. Indispensables. En milieu ruraux ? En milieu, dans les milieux ruraux. Que le chef d'État là-dessus ? Oui, c'est clair. Vous savez, c'est pas la même. C'est pas le. Oui, en milieu rural, dans les milieux ruraux, Donc, c'est pas la même chose d'être un département comme le Lot, l'Ariège, la Haute-Saône, et un département comme le Rhône, ou un département intermédiaire comme le mien, comme la Côte d'Or, où il y a tout à la fois une grosse agglomération et un gros secteur rural. Ou les départements de la petite couronne parisienne qu'il faudrait supprimer. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Marc Ayrault ? Le terme de supprimer. Ah mais à un moment, il va bien falloir rationaliser et faire des coupes. Oui, non, mais moi je suis pour des transferts de compétences et pas forcément pour, j'allais dire, des décisions qui tombent à la hache comme cela. Cela dit, quand on est dans un processus tellement urbain ou tellement urbanisé que celui qu'on connaît, évidemment, il faudra simplifier. Je dis simplifier plutôt que de supprimer. Marie-Lise Lebranchu, qui était sur le plateau de Public Sénat il y a 2 jours, nous l'a confirmé. Il y aura des régions qui vont disparaître. Alors vous êtes pour quelle solution? Des fusions volontaires? Ou va falloir prendre le scalpel, couper, découper Marie-Lise Lebranchu dit des régions vont disparaître. Non, parce que ce qui fait l'histoire de la France ne disparaîtra pas. Mais le découpage administratif qui est celui de la France aujourd'hui ne correspond pas forcément à l'histoire de notre pays en termes de provinces, etc. Simplement, il faut, j'allais dire, des regroupements volontaires. Et pour que ces regroupements soient facilités, il faut une incitation fiscale. Il faut une aide financière. Donc ça va être la méthode de la carotte et du bâton. Ça, c'est vous qui employez cette expression, mais... c'est un peu ça, non? J'allais dire, c'est vrai que ça marche mieux quand on dit aux élus, si vous vous regroupez, si vous avancez ensemble, vous serez plus aidés que si vous ne le faites pas. Et ça marche. Et c'est ce qu'il faut faire. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de volontariat. J'ai pas vu beaucoup de régions qui avaient envie de fusionner ensemble. Donc, il y a un moment, il va falloir prendre des décisions à la place des collectivités, peut-être. J'ai dans mon champ de vision le président du Conseil régional de Bourgogne, qui, je sais, a dit qu'il était prêt, François Patria, à envisager un rapprochement. Alors après, il y a des phases dans un rapprochement. On décide pas comme ça une fusion du haut. On décide pas de fusion du haut. On décide des rapprochements. Ça se fait par étapes. Et c'est mieux, et il sera d'accord avec moi, c'est mieux s'il y a une incitation financière. Oui, c'est mieux avec une incitation financière. Il va falloir la concertation. Vous y croyez vraiment? On a tellement de mal à bouger quand même les collectivités territoriales en France. On l'a vu encore ici avec le texte sur les métropoles. À part la métropole de Lyon, tout s'est fait dans la douleur. À Marseille, les élus marseillais sont venus manifester ici dans cette salle des conférences. Le Grand Paris, ça s'est fait aussi dans la douleur. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Ça dépend quel est le niveau de collectivité qui est concerné. C'est vrai que on peut pas faire des regroupements du niveau national imposé au niveau local sans concertation. Donc il faut du dialogue, il faut du compromis. Et c'est ce que j'appelle le compromis territorial qu'il faut aujourd'hui acter. Pour cela, il faut dépasser les limites partisanes. Jusqu'à présent, il faut un référendum pour fusionner deux collectivités. Est-ce qu'il va falloir revenir sur cette disposition de la réforme territoriale de 2010, un référendum préalable à toute fusion? Personnellement, je ne le pense pas. Personnellement, je ne le pense pas. Je pense que la solution, c'est le compromis territorial. La solution, c'est le compromis. La solution, c'est le dialogue transpartisan sur ce sujet. Voilà donc pour cette interview de François Rebsamen enregistrée juste avant la séance des questions d'actualité au gouvernement cet après-midi au Sénat. Merci de nous avoir suivis en direct de la Haute Assemblée. Très bonne soirée à tous sur l'antenne des chaînes parlementaires.
Je vous demande de répondre oui